Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, mon ami. Salut, Alex. Hey, François, il faut que je te conte quelque chose. Samedi soir, je suis chez mon beau-frère, belle-sœur. Salutations à Karine et Jocelyn Junior. Et à un moment donné, je vois Mathis, 19 ans, qui, lui, il sort de nulle part, qui venait de se lever. Il était 6 heures le soir. Qui est ton neveu? Oui, exactement. Il est le filleul de Marie-André. Et lui, s'en allait des bien Meunier. Oh, t'allais manger à cabane à sucre? Oui, monsieur. Ça allait avec ses chums. Je trouvais ça le fun. Et là, Mélanie Charbonneau, elle est partout. Elle était ici, d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment le temps des sucres, là. Absolument. Écoute, C'est partout. Non, mais on c'est fait des faces, mais dans le partout haut au du Chevelu, Québec. en Montérégie, là. Montérégie est vraiment le paradis. On s'entend, on en a parlé avec Mélanie. Meunier est un joueur extrêmement important. Je m'arrête Salutations tout à de Philippe. suite. Oui. Est-ce que l'érable en Montérégie, à Rougemont, ce place-là, ici, est-ce que c'est aussi fort que la pomme ou la pomme reste quand La même? pomme reste numéro 1, l'érable est deuxième. OK. Mais on est très fort en Montérégie au niveau de ces produits-là. Mais content que ton neveu a profité d'une érablière Ouais. de la Montérégie, Alex. Et oui, on est en plein temps des sucres. La neige commence à fondre. Enfin. Alors, souvent, les gens attendent. Ah, il n'y a plus de neige, on va aller à la cabane à sucre. Bien, allez-y, c'est le temps. C'est ce que je me disais. C'est souvent à partir du mois de mars. hein. T'es pas là encore, toi, hein? Non, je vais... Ce qui arrive, c'est que le hockey se termine dans 3 semaines. Oui. Là, il y a comme un match par week-end. Alors oui, je pourrais y aller. Les cabanes à quand sucre sont même. ouvertes jusqu'à la fin avril. Et comparativement à d'autres restaurants, pour les gens qui parlent de coûts, là, moi, je peux vous dire une affaire. Oui, ça a augmenté au niveau des érablières depuis 2, 3, Ouais. 4 ans. Ils ont eu ça très difficile durant la COVID. On ne reviendra pas là-dessus. Mais je peux vous dire quelque chose. Ça va peut-être avoir coûté 100, 150, mais tu en as eu pour 300, 350. C'est ça l'affaire. C'est des fois, tu vas manger à des endroits, tu fais comme, ou tu vas au Costco, peu importe. Ouais. Tu fais, j'ai-tu vraiment sorti, puis j'ai rien dans mon panier d'épicerie? Là, c'est complètement Ouais. le contraire. C'est une fois, puis c'est une expérience touristique qu'on vit. Vraiment. Ouais. J'aime ça. Hey, François, un gros show cette semaine. Absolument, on parle de baseball avec Sébastien Gariepi, qui est un des hauts placés, numéro 2 à Baseball Québec. Et en deuxième partie, on parle de boxe avec notre ami Alexis Barrière, qui est vraiment sur une lancée. Bienvenue à Sport Express. Hey François, on va parler de coups cette semaine, mais 2 sports complètement différents. Oui. En deuxième partie, le chum Alexis Barrière qui va être avec nous, mais on va parler de baseball Oui. avec le directeur des opérations de Baseball Québec, Sébastien Gariepi. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, on fera pas semblant qu'on se connaît pas. Là. Quand je te parle souvent du coach Ouais. de Victoria au hockey, c'est Sébastien. Mais t'es Nous, pas on là se connaît pas. Non, exactement. Puis t'es pas, C'est là une première, pour, t'es pas là pour parler de hockey non plus. On va parler de ton rôle au sein de Baseball Québec pour mettre les gens un peu en perspective. T'es le numéro 2 de Baseball Québec. T'es comme un peu le OG de Hockey Québec. C'est un peu ça, c'est le numéro 2. Mais ta passion pour le baseball, ça fait longtemps? Oui, bien, j'ai commencé à jouer au baseball, j'avais 5 ans. J'ai toujours joué au baseball tous les étés. Fait que dans le fond, je combinais hockey l'hiver, baseball l'été. C'était une passion. J'ai adoré ce sport-là. Puis après ça, j'ai commencé à devenir entraîneur à partir de mon cégep. Puis entraîneur baseball, entraîneur hockey. Puis là, le baseball, ce qui est intéressant, c'est la partie stratégique du baseball. C'est un sport arrêté qui est moins dynamique que le hockey. J'ai développé cette passion-là par le coaching aussi par la suite. Fait que j'ai vraiment... Je tripe sur le baseball. On parle souvent que de faire un sport, tu as joué au baseball, tu as joué au hockey, tu as coaché également. On s'entend, c'est des loisirs, c'est pas des emplois à temps plein. Comment on se retrouve presque à la tête dans l'équipe dirigeante de Baseball Québec? Ton parcours professionnel t'a amené là comment? Un drôle de parcours professionnel. Quand j'étais à l'université, j'avais étudié pour devenir enseignant. Puis finalement, quand j'ai terminé mes études, il n'y avait pas vraiment de disponibilité dans le monde de l'enseignement à cette époque-là. Donc, j'avais aussi étudié en administration auparavant. Fait que je me suis retrouvé dans le marché du travail, dans le monde de la gestion de produits. J'ai travaillé pour les grandes chaînes alimentaires. J'ai travaillé pour les 3 grandes chaînes à l'époque, là, qui étaient Loblaws. Après ça, j'ai fait un séjour chez Métro, un séjour chez IGA, Sobeys. Puis, pendant ce temps-là, je continuais à être entraîneur. Fait que là, je vivais ma passion de côté, en parallèle, en mode parallèle. T'enseignais, dans le fond, tu l'as dit, t'es étudiant en enseignement, Ouais. tu pouvais enseigner tes connaissances au moins. Ça m'a gardé contact relié. un peu de cette façon-là. Gardé avec le groupe d'âge aussi, Ouais. parce que j'avais étudié en enseignement secondaire. Donc, c'est un peu les parallèles avec le groupe d'âge. Puis par la suite, il y a eu une opportunité, après avoir une quinzaine d'années dans le monde des affaires, dans le monde du commerce de détail, j'ai eu une opportunité. Puis je suivais toujours la tendance là, on annonçait partout, il manque des enseignants, il manque des enseignants.
Puis je dis, faut que je fasse le saut, Il y a un moment donné, j'ai envoyé carrément mon CV, j'ai eu des rencontres, j'ai fait une entrevue, puis finalement, j'ai obtenu un poste d'enseignant. OK. J'ai parti un programme de hockey dans une école secondaire. Je suis devenu enseignant dans cette école-là. Donc, là, j'ai pu dire, bon, OK, on y va, on plonge. Puis par hasard, il y a un poste à Baseball Québec qui s'est ouvert en parallèle à tout ça. Puis là, je dis, hey, c'est vraiment... Là, je pourrais combiner passion, le sport, le baseball, gestion de produits, gestion d'activités, gestion d'événements, combiner les deux, puis pouvoir vivre de ma passion, puis enfin, finalement, être rémunéré d'une certaine façon, parce que le coaching, ça a toujours été un monde parallèle, un monde de bénévolat. Fait que j'ai eu cette opportunité-là il y a 2 ans, puis depuis ce temps-là... Fidèle au poste. Fidèle au poste. Comment se porte, on va commencer comme ça, Sébastien, comment se porte le baseball au Québec? Je sais qu'il y a eu un creux dans les années 2004, là, quand les Expos sont quand même partis. Mais après ça, surprenamment, est arrivé des Éric Gagné, est arrivé Russell Martin, est arrivé des... On n'a jamais eu autant de Québécois dans la NCAA, exactement. Ouais. Et là, tu as Abraham Taureau, tu as Charles Leblanc, tu en as un autre avec les Twins du Minnesota, Édouard Julien. Des gars qui jouent à temps plein dans le baseball majeur. Est-ce qu'on sent une recrudescence? Je pense que les inscriptions vont très bien. Oui, bien depuis 2014, dans le fond, il y a eu vraiment un boom. Là, depuis 2014, le baseball, en général, a augmenté de 50 en termes d'inscriptions. Wow. Donc, on est rendu à tout près de 35 000 joueurs. Là, qu'est-ce qui explique ça, Sébastien? Il y a la popularité du sport. Il y a eu... En fait, ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est quand même un sport accessible. Hein? C'est un sport qui reste que... Bon, on a besoin de souliers, on a besoin d'un gant, d'un bâton. Là. C'est très simplet comme description, bien, à part l'inscription locale. Mais ça reste un sport qui est accessible. C'est un sport d'été. Puis ça l'a permis, dans le fond, aux gens de reconnecter. Puis quand je pense que Baseball Québec, à l'époque, il y avait quand même des grands défis. Là, après le départ des Expos de 2004 à 2014, il y a eu le creux de la vague a été à ce moment-là. Puis là, on a quand même eu la chance de mettre beaucoup d'efforts sur le recrutement. Puis on a lancé des nouveaux programmes, les programmes de développement pour les enfants là, de 5 ans à 7 ans, qui s'appelle RallyCap. C'est un programme qui est pan-canadien, mais on est quand même la plus grosse province en termes de membership au niveau de ce programme-là. Fait que si la porte d'entrée est bonne, les enfants de 4, 5, 6, 7 ans, bien, on se retrouve ensuite à avoir la possibilité de jouer pendant plusieurs années. Ça a contribué énormément à la croissance du membership. Je suis content parce que Renaud Lefort le dit souvent à quel point je suis un bon joueur de balle, mais Sébastien peut le dire quand même que je suis un bon joueur de balle. Un excellent joueur. J'ai jamais eu la problématique de ne pas jouer, dans le sens que dans mon temps, à moi, c'était 9 joueurs sur le terrain. On jouait sur le banc, mais bon, j'ai toujours eu la chance d'être partant si on veut. Mais j'avoue que quand tu te déplaces à Québec pour aller jouer un match de balle, puis tu joues pas ou tu frappes pas, tu sais, de ne pas être en défensive, c'est une chose, mais de ne pas frapper, c'en est une autre. Vous avez changé les règlements depuis quelques années. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne joueras peut-être pas en défensive, quoique vous alternez. Donc, il n'y a plus d'histoire de si tu débarques, tu ne peux pas rembarquer. Puis si vous êtes 12 dans l'équipe, les 12 frappent. Ça a été un changement majeur. C'est un changement majeur. Donc, c'est un sport où tout le monde peut contribuer maintenant. C'est jusqu'à 13 ans. Parce que dans le fond, 13 ans, 11 ans, 9 ans, c'est un sport collaboratif. Tout le monde participe. Tout le monde devrait jouer à toutes les positions ou essayer de jouer à toutes les positions. Frapper, les 12 frappeurs, les équipes de 11-12 joueurs vont frapper. Donc, à ce niveau-là, ça fonctionne super bien. Puis à partir de 15 ans, puis à partir de 18 ans, là, on a des équipes où les joueurs, bien, il y a une sélection des 9 premiers, les 9 partants. Il y a quand même une rotation de joueurs qui doit se faire durant la partie. Ça ne peut pas être systématiquement les mêmes 9 joueurs pour toutes les parties, toutes les manches durant la partie. Mais c'est juste à 15 ans puis à 18 ans. Puis on parlait de voyagement, on parlait d'aller jouer à Québec ou partir sortir de la région. Ça se passe plutôt, justement, à l'âge de 15 ans puis à 18 ans. On essaie de vraiment de limiter les déplacements. On essaie de garder un sport local au niveau de 13 ans et moins, en fait. On essaie de garder ça local. Je veux revenir un peu à Baseball Québec, que tu nous parles un peu de la mission de l'organisation. Qu'est-ce que vous faites pour le baseball au Québec? Oui, vous chapeautez tout ce qui se passe au niveau du sport de balle, mais la mission de l'organisation, c'est quoi? Bien, la mission, en fait, c'est d'offrir l'opportunité aux jeunes de pratiquer ce sport-là, mais aussi, une de nos premières valeurs, c'est le plaisir, dans le fond. Puis on essaie de l'avoir au bureau, on essaie de l'avoir aussi sur le terrain. On essaie de vraiment s'assurer que les gens aient du plaisir à jouer au baseball. Les programmes pour enfants, c'est des ateliers. Là, quand je parlais des 5-7 ans, tantôt, c'est des ateliers. C'est apprendre à frapper, apprendre à courir, à lancer, puis à attraper sous forme d'atelier. Après ça, quand on arrive à 11 ans, on arrive à 13 ans, c'est encore sous la forme de jeu, les nouvelles règles qui ont été mises en place. C'est le plaisir. C'est le plaisir de jouer. C'est peut-être ça aussi qui a contribué là, au succès du baseball dans les dernières années parce qu'on est vraiment axé sur le plaisir. C'est sûr qu'on a une autoroute de développement. On a nommé les joueurs tantôt qui sont dans le haut niveau, dans la haute performance, dans les ligues majeures. On a plein de joueurs qui sont dans les collèges américains présentement. On a une autoroute qui nous emmène vers ça, mais il y a quand même... on parle de moins de 5 de notre population de joueurs. Là. 95 de notre population, c'est des joueurs qui jouent récréatifs, qui jouent local, qui jouent communautaire, dans la bonne classe. Il y a des classes de 2A, A et A.
mais A et B, mais ça nous permet là, justement d'évoluer là-dedans. Fait que dans notre mission, c'est le plaisir, entre autres, qui est l'une de nos principales valeurs. Écoute, on ne vous retrouve pas beaucoup dans les médias, Baseball Québec, peut-être un petit peu le contraire de Hockey Québec, on ne rentrera pas là-dedans, mais opinion personnelle, on dirait que le plaisir est peut-être moins présent à Hockey Québec que Baseball Québec. Ils ont d'autres défis présentement, effectivement. Exactement. Le fait, justement, tu sais, parce qu'il y a quand même du baseball élite maintenant, à mon époque, à moi, c'était moins connu d'aller de l'autre côté, d'aller dire... J'étais un bon joueur de balle, mais jamais j'aurais pensé avoir une bourse pour aller dans un collège américain. Le fait que ce soit ça maintenant, est-ce qu'on sent encore là, quand les gens arrivent au niveau U18, des places comme ça, U18 3A, des choses qu'on commence à sentir une nouvelle pression parce que là, les parents disent « Attends une minute, là, moi j'ai deux choix. Là. Mon fils pourrait étudier à Édouard-Montpetit, sans rien enlever au cégep, mais il pourrait aller étudier à Boston College. » Est-ce qu'on sent une nouvelle pression maintenant, justement, avec les frontières qui sont ouvertes? Je ne sais pas si on va l'appeler ça, je ne sais pas si on va l'identifier comme une pression additionnelle. C'est sûr que ça fait bien partie du chemin, parce que le baseball, c'est clair qu'il n'y a pas un chemin de professionnel canadien, il n'y a pas un chemin professionnel. L'opportunité, c'est d'aller jouer aux États-Unis. Fait que ça fait un peu partie du cheminement. Fait que c'est pas nécessairement une pression. Puis cette autoroute-là, du détection de talent, puis de mener vers la route du succès là, au niveau haute performance, ça commence pour nous autres souvent à l'âge de 13 ans. T'sais, à 13 ans, c'est les Jeux du Québec. Comme cet été, c'est la saison des Jeux du Québec qui vient à chaque année impair. Donc, en 2025, on va avoir les Jeux du Québec en Mauricie. Pour nous, c'est l'introduction à la détection de talent. On va commencer à trouver des jeunes qui vont s'identifier un peu comme les prochaines vedettes, nos prochains joueurs qui vont monter au prochain calibre. Après ça, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a la classique Claude Raymond à chaque été. C'est la 10e édition cet été, en 2025. Les meilleurs s'y retrouvent, hein? Bien, c'est les 14 ans. C'est vraiment ciblé pour les jeunes de 14 ans parce que, dans le fond, c'est la porte d'entrée pour sélectionner nos prochains joueurs qui vont évoluer parce que notre réseau de développement 3A, il y a deux groupes d'âge. Il y a les 15 ans et les 17 ans. Donc, pour évoluer dans notre 15 ans, souvent, les joueurs viennent de la classique Claude Raymond. Okay. C'est le fun parce que ça a lieu ici à chaque été, au mois de juillet. Donc, on se retrouve à avoir notre identification de talent à 13 ans. Les Jeux du Québec, on commence à voir les jeunes. 14 ans à la classique Claude Raymond. Puis là, après ça, réseau de développement 15 U3, 17 U3, l'ABC masculin, là, qui est, dans le fond, le sport-études de haut niveau, avec une quarantaine de joueurs. Fait que la pression, elle arrive plutôt vers cet âge-là, là, quand on a atteint le 17-18 ans. Puis on se retrouve à avoir ces jeunes-là qui ont l'opportunité d'aller jouer aux États-Unis. Mais nous, on les encadre pour ça. Dans le fond, on les développe. Ceux qui sont à l'ABC sont encadrés, puis leur chemin, c'est essayer de trouver une porte pour eux. De percer. Oui. Parle-nous un peu des gars comme, tu sais, on parlait de gars qui redonnent de l'ABC, l'Académie de baseball canadien. Un ami ici qui est Carl Gélina, qui redonne énormément. Le gars a joué 3A. Son frère a joué pro également. Il joue encore pro, il joue dans la Ligue nationale. Une famille d'athlètes. C'est important pour vous autres d'avoir des gars qui redonnent comme ça? Clairement. Puis l'ABC s'entoure souvent de ces gens-là. Dans le fond, les jeunes, ils s'en vont jouer aux États-Unis, ils s'en vont jouer à NCAA. Quand ils reviennent, on essaie justement de les avoir dans notre personnel d'entraîneur au niveau... Soit au niveau du réseau de développement 3A, dans le 17U, dans le 15U, mais aussi à l'ABC. On en a plusieurs à l'ABC là, qui sont avec, comme Carl, qui sont avec nous puis qui viennent supporter le programme, puis qui viennent redonner au suivant d'une certaine façon. Là. Fait que c'est une façon pour eux de venir s'impliquer dans le programme puis de venir donner un coup de pouce à Baseball Québec au niveau du développement de la haute performance. Oui, vas-y. Non, mais pourquoi le baseball? Je sais que tu as des stats, puis on y reviendra peut-être en deuxième partie, mais Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est là où je m'en allais. C'est une belle plateforme de baseball. Moi, j'oublie toujours son nom, mais Jello, moi, je connais son nom. Exact, c'est Éric Hiel, Jello, qui est là depuis des années. C'était un grand slack à l'époque, je pense que c'était un prof de théâtre ou je ne sais pas trop, mais moi, je me souvenais que quand j'étais jeune, je jouais à Saint-Bruno, puis Colin, j'aurais aimé ça jouer pour Saint-Jean parce qu'il était là, les gars l'aimaient. Il a joué pour les Pirates. Il a joué pour les Pirates, exactement. Pour moi, quand j'étais jeune, les Pirates, c'était gros. Et je réalise aujourd'hui, à 46 ans, que les Pirates, c'est toujours aussi gros. Une belle base de baseball. Aurais-tu voulu être Jello? Non, mais sauf que je trouvais ça le fun. Sans rien enlever, j'ai eu des très bons coachs à Saint-Bruno, c'est pas ça le point. Ce que je dis, c'est que quand on venait contre Saint-Jean, il y avait toujours des bonnes équipes, puis il y avait l'air d'avoir du fun. Ce que je dis, mais c'en est un, qui a aidé à promouvoir le baseball ici dans la région. Exact. Il y a plusieurs intervenants dans la région. Puis ici, la région, ce qui est intéressant, c'est que la Rive-Sud, Saint-Jean fait partie du territoire de la Rive-Sud au niveau de Baseball Québec. Nos territoires sont associés aux Jeux du Québec, là, grosso modo. Donc, la répartition administrative est faite de cette façon-là. Mais la Rive-Sud, c'est la deuxième plus grosse région de baseball au Québec. Mais Saint-Jean, à l'intérieur de la région de la Rive-Sud, c'est la plus grosse association de baseball. Ils ont près de 600 jeunes qui sont inscrits. Puis ça va continuer de croître à Saint-Jean parce que Saint-Jean va introduire un volet féminin. Il y avait un petit peu de baseball féminin l'été dernier, mais c'est beaucoup plus nouveau pour eux d'avoir du baseball féminin ici. Fait que c'est la plus grosse région.
la plus grosse association dans la région. La deuxième association a à peu près la moitié du membership de Saint-Jean. Puis Saint-Jean, ça se retrouve à être la deuxième association de la province en termes d'association. Fait que c'est quand même intéressant. Là, ils ont près de 600 joueurs. Gros bassin. Gros bassin, très gros bassin. Ouais. Une équipe très dynamique au niveau du conseil d'administration ici. On va s'arrêter le 13 minutes. On va passer c'est ça, j'ai vu. quand même assez rapidement. On s'arrête le temps d'une courte pause. Tu as l'air d'avoir quelques stats, Seb. On va en parler au retour. Donc, on continue à parler baseball avec le directeur des opérations de Baseball Québec, Sébastien Garriépi. Au retour, bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Nous sommes de retour avec Sébastien Garriépi, directeur des opérations de Baseball Québec. Juste avant de rentrer dans un autre sujet, on voit beaucoup de casquettes des Blue Jays au Québec, les jeunes qui ont des casquettes des Blue Jays. Je pense qu'avec le départ des expos, les Blue Jays, non seulement au niveau marketing, là, pour nous inviter à aller au Rogers Centre à Toronto, ils font une belle job pour le développement du baseball ici au Québec aussi, je pense. Exact. Bien, on revient à notre programme de Rallye Cap tantôt des 5-7 ans. Les jeunes Rallye Cap et les entraîneurs reçoivent gratuitement leur casquette des Blue Jays. OK. Donc, les Blue Jays sont investis dans ce programme-là, sont directement impliqués. Ils organisent plein d'événements à ce niveau-là. Puis, le premier item promotionnel qu'on utilise, c'est la casquette des Blue Jays. Donc, tous les jeunes qui sont dans le programme Rallye Cap de notre côté portent fièrement la casquette des Blue Jays. Puis c'est vraiment la belle casquette. Ce n'est pas une casquette modifiée ou une légère de moindre qualité. C'est une super belle casquette des Blue Jays. Les entraîneurs reçoivent la même casquette. Fait qu'en partant, on a un groupe on a 4000 à peu près joueurs de Rallye Cap au Québec par année. On a 4000 casquettes des Blue Jays qui se promènent. Ça aide à faire la promotion du baseball. Ouais. Je veux que tu nous parles un peu, peut-être tant au niveau professionnel avec ton emploi qu'au niveau personnel, l'impact qu'un homme comme Claude Raymond a eu dans ta vie et dans la vie de l'organisation de Baseball Québec. Nous, Claude est un ami de l'émission, un ami personnel. Il nous ici. répond. On l'appelle sur son cellulaire, il nous appelle pour nous souhaiter bonne fête. C'est quelqu'un de très fiable dans la vie. Il vient ici, on peut faire un show complet de 1 heure avec lui. C'est une encyclopédie de baseball. La classique Claude Raymond, il y a le fond Claude Raymond également ici. L'impact qu'il a ici dans le Haut-Richelieu est immense au niveau plus provincial, l'impact de Claude Raymond. Bien, c'est la même chose, c'est une référence, puis c'est un des pionniers au niveau du baseball. C'est un des premiers Québécois à avoir percé, à avoir été au niveau des majeurs. Puis après ça, c'est son implication. Il est toujours présent. Nous aussi, on peut l'appeler, puis avoir des références, poser des questions, puis juste échanger avec lui, membre du Temple de la Renommée, etc., de notre côté. Donc, c'est quelqu'un vraiment d'influent de notre côté. Puis naturellement, bien, il y a la classique Claude Raymond. Là, on s'est associé, on a associé son nom puis aux événements. On a les deux personnes qui s'occupent de la classique Claude Raymond, là, Simon Duchesneau et Vincent Gagnon sur la Rive-Sud, qui gèrent ce projet-là depuis 10 ans, sont associés avec Claude Raymond. Claude Raymond, il est là, il est sur le terrain, il vient voir les jeunes, il parle à presque tous les jeunes, il fait les lancers, il fait de l'évaluation avec nous, il échange avec nous, il vient faire du recrutement un peu pour nous, il vient regarder tout ça, il est tout le temps présent. Ensuite de ça, bien, il y a son tournoi de golf en échange. Nous, on est présents, on vient aussi contribuer à ce niveau-là. Sauf l'an passé, il n'y a plus un peu. Ça a été une moins belle journée pour le tournoi de golf. C'est un souper de golf. Mais tu as des gars comme ça. Je me suis dit, si on avait fait un show qui avait été mémorable, Claude Raymond, Alex Agostino, c'en est un autre même qui est à l'emploi des Phillies, mais qui redonne énormément à Baseball Québec. Qui redonne énormément via aussi les médias. Il parle beaucoup du baseball. Il retourne les jeunes vers le baseball. Il explique beaucoup. On l'entend souvent soit à la radio, soit à la télévision, qui est en train d'expliquer comment ça fonctionne, les structures. Donc, on est continuellement en communication avec lui parce que lui, dans le fond, il aime ça être au courant de ce qui se passe en termes de juste le membership, savoir où est-ce qu'on est rendu parce que c'est un excellent porte-parole pour nous, là, pour le baseball au Québec. Ça fait déjà quelques années qu'il y a une ligue provinciale senior. On a les Pirates ici, Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean. Il y a plusieurs équipes à travers le Québec. J'imagine que pour vous qui formez des jeunes joueurs, ceux qui n'auront pas le talent, si tu me permets, de peut-être traverser de l'autre côté, de percer, c'est une très belle continuité pour vos joueurs, cette ligue-là? Oui, clairement, parce que tantôt, on parlait beaucoup de la pointe de l'iceberg avec nos joueurs de haut niveau. Là, on parle des joueurs de c'est une quarantaine de joueurs. C'est une minorité. C'est une minorité dans l'ensemble. Sur 40 000 inscriptions, c'est 40 joueurs, donc c'est très, très peu. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, tous nos joueurs qui sont dans le réseau développement 3A, que ce soit nos 17U, quand ils terminent, ils ont l'opportunité d'aller jouer dans le junior élite ici, qui est l'élite qui regroupe nos meilleurs joueurs de baseball au Québec. Puis par la suite, ils peuvent évoluer dans la Ligue senior. Fait qu'il y a vraiment un grand développement. Puis de plus en plus, on a des belles cohortes de jeunes qui s'en viennent parce que, oui, ces ligues-là sont naturellement nourries par notre réseau de développement.
Mais de plus en plus, on va voir apparaître des nouvelles ligues juniors puis des nouvelles ligues dans le senior parce qu'il y a de plus en plus de jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans qui font juste pratiquer le baseball depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans, qui sont des passionnés de baseball puis qui sont à la recherche de nouvelles ligues. Donc là, on est sur un chantier, justement. C'est vraiment drôle qu'on parle de ce dossier-là parce qu'on est sur un chantier pour voir qu'est-ce qui va se faire dans les prochaines années au niveau junior, au niveau senior, dans le baseball communautaire. Là. Parce que le junior élite existe déjà, le senior majeur existe déjà, mais on n'a pas une belle offre nécessairement actuellement pour nos prochains joueurs de 14, 15, 16, 17 qui sortent du 18U, puis ils se retrouvent sans opportunité. Le bec à l'eau. Oui. Fait que il faut vraiment qu'on travaille pour trouver des solutions pour ces jeunes-là. Ou à l'époque de mon âge, c'était commun de jouer junior 2A et après junior élite. Donc, tu sais, il y avait cette grosse ligue-là, junior 2A, qui, je crois, existe un peu moins aujourd'hui. Donc, peut-être de la ramener, qui était du bon baseball. Parce que c'était rare à l'époque où tu sortais même du midget 3 pour aller jouer junior élite. Il y avait moins d'équipes aussi à l'époque, c'était différent. Le junior 2A était plus fort, mais c'est vrai que de ramener ça. Mais on parle de junior 2A. Vous avez plusieurs classes également là, à Baseball Québec. Tu sais, je le dis tout le temps en blague, au hockey, on a mis il y a du 3 partout, du 3 d'été, du Bantam 3 relève, du Bantam 3, du ci, du ça, il y a du 3 partout. Au baseball, le 3 est vraiment sacré à l'élite et ensuite, vous avez du 2A et tout ça. Hein? Oui, bien notre baseball qu'on appelle baseball communautaire, on a 2 volets maintenant. On identifie vraiment un volet masculin et un volet féminin. Dans notre volet masculin, on se retrouve à avoir des classes. On a le 2A, le A et le B. Dans l'ensemble des groupes d'âge, sauf à 9 ans. 9 ans, ça reste des catégories, une porte d'entrée. C'est vraiment du baseball pour s'amuser. Tandis que du côté du volet féminin, on a le A et le B seulement pour l'instant. C'est une question de population, c'est une question de nombre de joueuses, nombre de joueurs disponibles, ce qui nous permet... On est à l'étude de faire même une 4e classe dans le masculin, pas nécessairement pour ajouter un A, mais en fait pour bien positionner parce qu'il y a une belle porte d'entrée dans les catégories 9 ans et 11 ans. Puis à ce moment-là, il y a encore tellement de nouveaux joueurs qui rentrent dans le processus qu'on est en train d'étudier l'opportunité de dire devrions-nous avoir une 4e classe? On ne sait pas quelle lettre que ça sera, là, mais c'est pas pour aller vers le haut, c'est pour offrir un meilleur service à notre base. Parce que dans le fond, 60 de nos joueurs sont dans le B, 30 de nos joueurs, grosso modo, sont dans le A, puis 10 sont dans le 2A. Donc, c'est à peu près notre pyramide. Du côté féminin, 20 de nos filles sont dans l'élite, puis 80 de nos filles sont dans le communautaire B. Donc, il faut constamment étudier les opportunités et les possibilités, puis on cherche l'opportunité de créer une 4e classe dans les petites catégories pour mieux positionner nos joueurs. Parlons un peu de l'impact de Baseball Québec par rapport au programme sport-études de baseball à travers le Québec. Je ne veux pas te piéger. Est-ce qu'on sait combien il y a de joueurs qui évoluent en sport-études baseball présentement au Québec et votre rôle là-dedans? Notre rôle, on est très, très impliqué avec les sports-études. Dans le fond, nous, on a le rôle de trouver des mandateurs, de trouver des organismes de sport qui sont associés au niveau des programmes scolaires. On a une quinzaine de programmes scolaires. Là. Je ne suis peut-être pas précis. Peut-être qu'on est en 15 et 17 programmes scolaires à travers la province. On a beaucoup de demandes pour ouvrir des nouveaux programmes. On travaille aussi... Saint-Jean, c'est une région dans laquelle on est sous-développé en sport-études baseball. Fait qu'on est en train de travailler pour trouver des opportunités pour ouvrir... pour grossir les programmes sur la Rive-Sud, parce que la Rive-Sud... Il y a du baseball scolaire, exemple avec l'école de Mortagne, mais on aimerait ça qu'il y ait quelque chose un petit peu plus dans le coin du Haut-Richelieu parce qu'on n'a pas cette représentation-là au niveau du baseball scolaire. Mais les sports-études, ça fait partie intégrante. Notre directeur technique au bureau, lui, ça fait partie de ses responsabilités de gérer les programmes sport-études. Donc, on a une vision d'ensemble pour les sport-études. Qu'est-ce qui doit être vu en secondaire 1, secondaire 2? Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes de secondaire 3, secondaire 4 et 5? Mais en même temps, ces jeunes-là, naturellement, ils ont un plus grand volume que les jeunes en général qui jouent juste le baseball civil de leur côté. Mais ces jeunes-là, il faut être capable de leur faire des structures 2A, des structures 3A quand ils arrivent à l'âge 3A. Donc, on est très, très impliqués là-dedans. Parle-moi un peu de la communication que vous avez avec les parents, parce que c'est le sujet de l'heure depuis plusieurs années maintenant. Depuis le retour de la COVID, c'est comme un peu le reflet de la société qu'on voit dans le sport. C'est malade un peu. J'avais entendu des choses, puis naturellement, on va le saluer au passage. Un gars comme Mark Griffin, qui est un autre qui a joué pour les Dodgers, dans le club école des Dodgers, qui a fini un petit peu avec les Expos. Belle carrière dans les médias. 2 gars élites, dont des gars qui jouent Division 1, Division 2 maintenant aux États-Unis. Et le gars a toujours été proche de vous autres, toujours posé des questions. Ça va être Mark Griffin. Ces gars n'ont pas toujours fait les grosses équipes au Québec. Mais c'en est un qui aurait pu monter sur ses grands chevaux, d'écrire des articles là-dessus. Il a toujours été à l'écoute et d'essayer de comprendre ce qu'il pouvait faire pour améliorer ces garçons. On devrait prendre exemple là-dessus. Là. Exact. Bien, Mark Griffin, c'est un bel exemple parce que lui, il est membre de notre conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration de Baseball Québec, il y a plusieurs personnes qui viennent de plusieurs milieux.
dont Mark Griffin qui est là. Puis dans son rôle, il est là pour nous questionner, revoir nos processus, revoir nos opérations, comment on fonctionne, amener des nouvelles idées, parce que lui, de son côté, là, avec le cheminement que ses garçons ont eu de son côté, ça lui a permis de voir d'autres choses aussi, puis de questionner notre système à l'interne, questionner notre fonctionnement, exemple à l'époque avec l'ABC, mais questionner aussi notre façon de faire la détection de talent, quel programme on offre pour ces jeunes-là. Fait que c'est des leaders pour nous, là, c'est des gens de référence. En fait, Mark Griffin, de notre côté, c'est une référence là, de notre côté pour aller le consulter sur une base régulière là, en étant membre du Conseil d'administration de Baseball Québec. Parlons un peu de Baseball Québec au niveau de... Si on se compare au Canada, là, avec Baseball Canada, avec les autres provinces, la popularité du baseball au Québec comparativement aux autres provinces, j'imagine qu'on est quand même au haut de la pyramide. On est en haut de la pyramide. C'est sûr qu'il y a des grosses provinces comme l'Ontario qui, en membership, sont vraiment beaucoup plus gros. La grosse différence entre notre province et les autres provinces, c'est les programmes indépendants. Nous, notre baseball au Québec est fédéré. Il y a quelques programmes indépendants qui existent dans les Laurentides. Il y en a sur la Rive-Sud. Il n'y a pas le Little League ici, hein, qui est très populaire. Il y en a, mais avec le côté francophone, c'est un petit peu moins connu parce que le Little League a une visibilité beaucoup du côté du anglophone. Donc, du côté de l'Ontario, c'est très présent. Dans les autres provinces, c'est très présent. Ce qui est moins présent un peu de notre côté, le baseball est beaucoup plus fédéré au Québec que dans les autres provinces. Fait qu'on n'a pas on a cette distinction-là. Mais en termes de membership, on est leader proportionnellement à notre population. Tout à fait. Au niveau du baseball féminin, à titre d'exemple, on a près de 6 000 joueuses de baseball au Québec. C'est presque la totalité des joueuses dans le reste du Canada. Wow. Fait que de ce côté-là, on est vraiment des leaders au niveau du baseball féminin. Dans les autres programmes Rally Cap que je vous parlais tantôt pour les jeunes enfants, je reviens souvent avec ce programme-là, mais on est quand même un leader. Nous, c'est une catégorie. On en a fait une division d'âge. C'est une catégorie d'inscription. Un jeune qui s'inscrit à 5 ans, 6 ans, 7 ans, il va s'inscrire dans le Rally Cap. Dans les autres provinces, c'est des programmes optionnels, association par association, qui essaient de convaincre les parents localement, de dire, OK, est-ce que votre enfant veut jouer? Oui, bien, on va essayer de l'inscrire dans un... Okay. On va faire un programme Rally Cap, ce qui n'est pas le cas chez nous, ce qui est vraiment une catégorie, une division. C'est important que tu dises ça parce que le baseball, c'est un peu comme le golf, dans le sens que si t'es pas bon, c'est plate. En voulant dire, tu sais, t'as beau dire, je vais aller jouer au golf, mais si tu pioches pendant 18 trous, ça te tentera pas. Au baseball, si t'es pas capable d'attraper une balle, de lancer une balle, de frapper une balle, tu n'y trouveras pas ton compte. Alors, plus jeune, tu vas commencer. Tu sais, au football, tu entends souvent des gens... On en parlera, Alexis, au retour, parce que je ne sais pas à quel âge j'ai commencé à faire de la boxe non plus, mais tu sais, je sais qu'au football, tu as entendu souvent des gens dire... Moi, tu as joué au football au niveau collégial. J'ai commencé collégial. Tu entends alors ça au niveau de la balle, le gars arrive dans le baseball majeur. Luc Brodeur-Jourdain en est un exemple. Oui, commencé vraiment. Collégial. Même jouer pour les Chiefs, un docteur du Valet Tardif a commencé sur le tard également. Mais au baseball, c'est rare que le gars est arrivé. Moi, j'ai joué au cégep, c'était bon, puis j'ai joué un petit double 2 ans après. Non. Alors, le Rally Cap est là. Est vraiment là pour aider. Il est là pour ça, exact. C'est son rôle. Il reste à peu près 2 minutes. Parle-nous un peu, c'est nouveau cette année, des championnats à la fin de l'année. C'est pas des séries, ça va être des championnats que vous allez faire maintenant? Bien, la formule des championnats existait déjà. C'est la façon qu'on l'a structuré qui a changé. Événements spéciaux. Événements spéciaux. Dans le fond, on a vraiment dédié des championnats. Pour nos classes 2A et nos classes A, on va appeler ça des championnats provinciaux. Puis pour notre classe B, on appelle ça des super régionaux. Dans le fond, c'est qu'on veut faire le tour du Québec. On veut qu'il y ait du baseball au mois de septembre. Le mois de septembre est de plus en plus beau. Fait qu'on essaie d'occuper le mois de septembre au complet à partir de cette année en disant, bien, on va être partout à travers la province. Fait qu'on cherche des sites, on fait la tournée de la province pour dire, on a du baseball au mois de septembre. La deuxième fin de semaine de septembre, c'est nos jeunes enfants. C'est les 9 ans, 11 ans, 13 ans qui sont en championnat de fin de saison. La fin de semaine d'après, la fin de semaine du 12, 13, 14, on va se retrouver à avoir tous les championnats féminins dans le même week-end, un peu partout à travers la province. Puis la troisième fin de semaine de septembre, bien là, on va avoir nos jeunes de 15 ans, 18 ans qui vont être nos derniers à vivre leur championnat. La cerise sur le Sunday. La cerise sur le Sunday, exactement. Sébastien, merci. Fort merci intéressant. énormément. Tabarouette, ça a été... On a appris plein de choses. On parle de baseball souvent, mais on ne rentre jamais dans les... Dans les détails. Parler de baseball féminin il y a 2 semaines, on est dedans. Bien, ça fond. Pas personne ne peut nous reprocher ça. Non, c'est la saison. Voilà. Ça fond. Les inscriptions, les camps sont commencés à l'intérieur aussi, j'imagine. Oui, ça commence tranquillement. C'est la grosse période d'inscription qui commence. On a déjà à peu près 50 de nos inscriptions de fait. Là, bonne saison. Bon travail. On souhaite du soleil. Oui, exact. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, il y en a un qui a vécu un peu de soleil dans les dernières années, à Riyad. J'ai hâte de savoir, je veux savoir c'est quoi le climat là-bas. Pas politique, mais quel genre de truc on retrouve à Riyad. Quoi qu'il en soit, il est revenu à l'avant-scène. Il était temps. Ça faisait quasiment 1 an et demi que c'était grosse victoire la semaine passée. Oh oui, monsieur. Alexis Barrière est là. Il est arrivé. On en parle avec lui au retour. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous.
Il est là, mon cher ami François. Oui, on est content. Est-ce que tu peux juste revenir sur l'histoire? Parce qu'on avait mis sur les réseaux sociaux comme quoi on devait le recevoir la semaine dernière. Alexis Barrière est avec nous, mais il y a eu un petit contretemps. Oui, empêchement. Il devait aller à Québec la semaine passée. Alexis m'a écrit. Je dis pas de problème, on remet ça aujourd'hui et il est fidèle au poste. Salut! Salut les gars, comment ça Contente, va? Un petit oui, bout. ça va très bien. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Quelques temps. On revient à toi dans 30 secondes. Je veux qu'on vienne sur juste l'arrière un peu de la boxe parce qu'il y a des affaires qu'on échappe des fois. Il y a eu Beterbiev-Bivol. Il y a eu Beterbiev-Bivol. Et là, Bivol, il a l'air comme à backtracker. Beterbiev ne voulait pas tant le combat revanche. Il le fait. Ça a été un combat, encore une fois, extrêmement serré. Je suis pas contre la décision. Je pense qu'il est parti sur le tard un petit peu. C'était une victoire qui était méritée, Bivol. Est-ce que ça fait partie des négociations où toi, comme bosseur, tu serais Beterbiev, tu ferais hey, attends une minute, là, moi, je t'ai redonné une revanche. Puis là, tu n'as plus l'air très intéressé. Il est déjà en pourparler avec un autre, j'oublie son nom. Comme boxeur, à un moment donné, ça ne tenterait pas de dire hey, chum, où ça fait partie de la business? Ça fait partie de la business, ça fait partie aussi de l'âge. Tu sais, Beterbiev, il est rendu à 40 ans. Bivol aussi, il est jeune, mais il a de l'expérience à la cravate. Je pense que c'est un combat très dangereux contre Beterbiev aussi, physiquement autant que mentalement. Puis, il y a eu 2 combats. Puis, honnêtement, si l'argent est là, les deux vont le faire. Puis on se le cachera pas. L'Arabie, en ce moment, Riyad, c'est en cause de ça qu'on voit les combats qu'on a. C'est parce qu'ils sont prêts à payer le prix que les gars sont prêts à s'affronter. Fait que je pense qu'en ce moment, ça fait un peu de bisbille partout. Mais au final, si les bourses sont là, les deux vont se raffronter pour une revanche 3e fois. Là. Alexis, tu t'es battu la semaine passée. Ça faisait quelques temps qu'on t'avait pas vu sur un ring. On avait hâte. Toi aussi, tu avais encore plus hâte que nous. Écoute, t'affrontais un boxeur qui était invaincu. Belle victoire du côté de Gatineau. Parle-nous un peu de ce combat-là. Comment ça a été pour toi? Comment tu t'es senti dans le ring? On riait, mais j'avais invité Alexis à l'émission. J'avais dit, j'aimerais ça que tu viennes après ton combat pour nous parler de ta victoire. C'est ce qui arrive. Absolument. Écoute, ça fait du bien. Premièrement, 1 an et quelques mois off. Tu sais, c'est sûr que j'ai été partout dans le monde. Ouais, on va en parler plus tard. Mais juste le feeling de préparation à un combat, de remonter dans le ring, de vraiment sentir. Puis non seulement ça, dans le fond, le combat en soi, c'est un test. Parce que, tu sais, comme on a parlé, Macho, mon nouveau promoteur aussi, qui est là-dedans, eux, ils ont dit, on est vraiment intéressés par Alexis, mais vu que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on choisit l'adversaire. Puis après sa performance, on va juger qu'est-ce qu'on en pense. Donc, pour eux, c'était un beau test pour toi, cet adversaire. Autant pour moi que pour l'autre adversaire aussi, c'est la même chose. Okay. S'il me gagnait, mettons, contre moi, ou il faisait un beau combat contre moi, ça allait être lui qui a... Tu sais, parce que c'était un prospect aussi niveau... Tu sais, on parle souvent des Mexicains, que des fois, c'est des boxeurs BCD, mais il y en a des A comme ça, des gars dangereux qui sont bons. Parle-moi de lui un peu. Je vais ouvrir une aparté parce que pour vrai, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit tout en partant, j'ai regardé Marie-André et j'ai dit, bon, eux autres, visiblement, ils n'ont pas le même nutritionniste, déjà en partant. Et là, j'avais peur que ce soit un jambon. Au premier round, même qu'au premier round, je te trouvais un peu, je disais, j'ai l'impression que lui, il va le coucher aux 2. Ça fait un an et demi qu'il ne s'est pas battu et tout ça. Et là, plus que ça avançait, plus que je le voyais dans tes yeux que non, OK, c'était un vrai de vrai. Un vrai de vrai de l'autre bord. Très dangereux. C'est ça l'affaire dans les poids lourds, c'est qu'il ne faut pas tant que tu sais, mi-moyen, une shape de même, tu dis, regarde, lui, il ne t'offrira pas très longtemps. Dans les poids lourds, on est ailleurs. Là. Absolument. Tu sais, même le pire boxeur poids lourd a la force de frappe pour t'arrêter. Ben oui. Un coup de poing change tout dans cette catégorie-là. Fait que je savais que, de un, il y avait une très grosse force de frappe, rapide, explosif. Fallait pas se fier non plus à son physique. Fait que mes premiers rounds, j'étais un peu distant, un peu plus prendre mon temps aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas embarqué. Analyse aussi. Mais pour vrai, ce combat-là, j'ai eu du fun. C'était hâte d'avoir un test, un gars qui a essayé, un gars qui m'a touché. C'était vraiment cool. Ça m'a fait du bien. C'est vraiment cool. Je fais ça, Il m'a touché. C'est con, mais je fais ça parce que j'aime ça. Le ring, le challenge aussi d'essayer de le briser tranquillement. Puis c'est ça que j'ai fait mentalement. Il y avait une face de brique. On se le cachera pas, là, il tombait pas. Souvent, il en a donné des bons. Tu sais, souvent, sans rien enlever, il vient pas de Saint-Jean, de San Juan de Richelieu au Mexique. Souvent, ces gars-là viennent d'endroits où tu n'oses même pas imaginer. Ils en ont vu d'autres. Ben oui, c'est ça. Puis au premier round, quand j'ai commencé à le toucher, puis je voyais que ça commençait à rien faire, j'étais comme, OK, le plan de match, c'est de le briser mentalement. Fait que c'est pour ça que chaque chose que je faisais, j'avais une contre-attaque où je le laissais comme perdre un peu confiance. C'est ça qu'on a vu. Là, il a abandonné, il a dit qu'il y a une blessure. Entre moi et toi, il n'y avait pas vraiment de blessure. Là. Il était juste plus capable de rien faire, il n'y a rien qui marchait. Là. Ouais. Comment on analyse un combat, Alexis? Tu en as donné des bons, là. Tu connais ta force de frappe, puis on connaît ta force de frappe. Quand tu vois qu'il réagissait presque pas, tu te dis, oh boy, OK, le plan de match change. Là.
On le savait. OK. On le savait parce que, tu sais, il y avait 15 combats quand même, là, puis ils sont à cette heure avec les réseaux sociaux, puis peux YouTube, tout voir, on ben voit ouais. tout. Puis il fait des guerres avec des gars qui lancent des bombes, puis ils tombaient pas. Fait on le savait, en allant dans ce combat-là, j'étais préparé à faire 10 rounds. On pensait, je le savais que je pouvais le coucher, je le savais que j'allais le briser, mais dans ma tête, je faisais 10 rounds. OK. Tu sais, je me préparais pour ça, puis... Tu sais, on le dit souvent à la boxe, le knockout, il vient quand on le cherche pas. C'est exactement ça que je me suis préparé à faire. Puis avec Sugar et Marc-André, on a vraiment développé un plan de match où ce qu'on le cassait petit peu à petit peu. Puis honnêtement, j'aurais eu un autre round, il faisait de dos, c'est sûr, s'il abandonnait pas. Là. OK. C'était vraiment un build-up à ça. Ouais. On va revenir avec Marc-André parce qu'il était dans ton coin. Ben, tu le cachais des fois un petit peu, mais il était là. Parlons un peu de Sugar Hill, dans le sens que c'est une légende. Googlez son nom, là, le gars, champion du monde, il est pas loin. C'est un peu le Mark Ramsey américain, on va se le dire. Mark Ramsey, je trouve qu'il n'y a pas la promotion qu'il devrait avoir. Travaille C'est avec des champions. Oui, vraiment. Ouais. Puis tu t'en vas au Sugar Hill, c'est ça. Là. Tu veux être champion du monde, t'appelles Sugar Hill. Mais tabarouette, tu sais, mettons, il était dans un combat de femmes avant, après ça, c'était à toi, puis des fois, tu vas dans des grosses cartes à Vegas, il y en a 3 en ligne. Comment ça fonctionne avec des coachs de même? C'est que lui, il a son horaire au gym, c'est comme, toi, j'étais avec toi de 11h30 à midi et demi, après ça, j'étais avec François de 1h à 4h30. Comment ça marche, un coach de boxe? Écoute, je me sens très choyé là-dedans parce que Sugar, quand il a commencé sa carrière, il avait déjà son oncle qui était Emmanuel Stewart. Fait qu'il avait il a appris d'une légende. Il est devenu une légende. Maintenant, Sugar, il a lâché tous ses boxeurs. Il y en a 3. Puis quand que j'ai rencontré Tyson... Juste pour mettre les gens, c'est pas Mike Tyson, mais Non, c'est Tyson Fury. Oui, exactement. Tyson Fury, quand j'ai rencontré en camp, moi, Tyson puis Sugar, on a fait ça comme ça. On s'est vraiment rapprochés. Puis c'est Sugar qui m'a dit, écoute, ton talent, je pense que je pourrais l'emmener à quelque part d'autre. Est-ce que tu veux que je te coach? Tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non à ça. Puis c'est malade, là. Puis c'est tellement une belle personne aussi. Il a pris Marc-André sous son aile. Tu sais, quand on est allé en camp d'entraînement, moi, avec Tyson Fury, pour son dernier combat contre Usyk, à Malta, Marc-André est venu. Sugar, il expliquait qu'est-ce qu'il travaillait avec moi. Tu sais, pas de « c'est moi le coach, tasse-toi ». C'était vraiment un travail d'équipe à mon combat. C'est la première fois que j'ai embarqué dans le ring avec Sugar dans mon coin aussi. Malade. Malade. L'équipe Marc-André, il Même travaille. Marc-André d'apprendre d'un gars. Oui, absolument. Puis c'est le fun parce que la philosophie à Sugar, lui, est en Floride. Je ne serai pas toujours en Floride. Il me dit tout le temps, si je peux avoir la conscience tranquille que quand tu es ici et non avec moi, tu travailles ce que je veux, meilleur des deux mondes. Fait que, tu sais, avec Marc-André, on travaille exactement ce que Sugar il veut. Mon évolution le quadruplé, là, c'est vraiment cool. Là. Comment ça fonctionne pour Marc-André? Est-ce qu'il est en contact direct avec Sugar pour... Écoute, comme tu dis, Sugar n'est pas ici à Saint-Jean pendant la semaine. Tu t'entraînes à tous les jours avec Marc-André. Est-ce que je ne veux pas dire les ordres, mais les directions viennent de la Floride et Marc-André applique ce que Sugar dit d'appliquer? Oui puis non, dans le sens que, tu sais, dans un monde bientôt, Marc-André va venir avec moi en Floride, puis on va faire les camps là-bas. Ouais. C'est ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Là, pour l'instant, c'était plus, j'allais là-bas, Marc-André travaillait, puis là, mais tout mon camp, en fait, je l'ai fait ici. J'ai été 3 semaines en Floride, après ça, je suis revenu ici, puis je l'ai fini ici avec Marc-André. J'ai fait un 4 semaines collègue Marc-André. Sugar puis Marc-André, ils se font confiance. Fait que Sugar, il a dit à Marc-André, à Malta, qu'est-ce qu'il voulait qu'on travaille. Après ça, moi puis Sugar, on s'appelle, on s'envoie des vidéos de mes sparring, des petits trucs, j'emmène à Marc-André. Mais c'est vraiment un tout le monde. Mais Sugar, il est pas comme, je veux que tu fasses ça. Il est comme, moi, je suis un professeur. Je t'enseigne, tu l'apprends, tu le mets en marche, ça marche. Parfait. Si tu veux pas l'apprendre, va voir un autre coach. Tu sais, avec tout ce qu'il a fait, il n'y a pas de temps à perdre. Là, fait on s'aime beaucoup, puis il voit que je travaille, puis que je m'améliore, puis je veux apprendre. Fait que lui, ça le nourrit. C'est un passionné de la boxe. Marc-André, vous le savez, Absolument. c'est un méga passionné de la boxe, puis je le suis aussi. Fait que s'accrocher à du monde qu'on a la même passion, qu'ils le font pas pour l'argent, mais pour justement la passion, c'est jour et la nuit. Là. Je sais que tu as une question, moi je veux juste Ben, faire le chemin là-dessus. Ça fait des années et des années que tu t'entraînes avec Marc-André, c'est ton ami personnel. Souvent, quand la boxe devient une business, puis tu es à la veille, là, on est à un claquement de doigts que tu te ramasses avec les bourses dans les 6 chiffres et plus, souvent, il y a des athlètes qui laisseraient tomber ceux que ça fait longtemps qui sont avec eux. On sent que pour toi, Marc-André, si tu es capable de dire à Marc-André, tu travailles plus, tu lâches ta job, je t'amène avec moi, puis je veux pas dire je te fais vivre parce qu'il va travailler, c'est ton but, Alexis. Hein? C'est l'objectif. Ouais. Pour vrai, c'est l'objectif. Je ne serais pas ici aujourd'hui si ce ne serait pas de lui. Autant à l'extérieur de ma vie, de la boxe qu'à l'intérieur, dans ma vie personnelle. Il m'a sauvé la vie, Marc-André. Puis il vit sa passion de la boxe à travers moi. Ouais. Tu sais, c'est le feeling des combats. C'est le du feeling... donnant-donnant, dans le fond. Exactement. Puis je veux dire, écoute, on est tellement proches depuis des années. Ça fait longtemps qu'on vient ici. Tu sais, vous parlez, moi puis lui.
ça n'a pas changé. Même qu'on est de plus en plus proches, c'est comme un comme grand frère. Mentor, frère. C'est un membre de la famille, dans le fond. Exactement. Puis, je veux dire, moi, si je peux y faire vivre ça toute sa vie, je vais le faire. Je veux dire, mais je trouve que c'est la plus belle chose que je pourrais y remettre. Puis, pas juste ça, Marc-André, là, il est assoiffé d'apprendre aussi. Je veux dire, je trouve que la meilleure qualité d'un coach, c'est de savoir que tu n'as pas la recette secrète, la recette gagnante. Ouais. Si tu penses que tu sais tout, à un moment donné, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Marc-André, il veut juste apprendre. Il aime ça, apprendre. Ouais. Il vient avec moi, il comprend. Écoute, les 3 dernières journées de mon combat, je vous garantis qu'il a peut-être dormi 2 heures par nuit parce qu'il checkait tous les combats. J'en doute pas. Faut pas que je manque à rien. Il est plus stressé que toi, sûrement. Ben oui, il m'appelle, il dit hey, j'ai pensé à ça, plan d'entraînement. Je veux dire, c'est un maniaque de ça. Fait que de voir qu'il trippe avec moi, c'est mon. C'est ça ta paye, vaut plus que l'argent. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu sois passionné aussi, dans le sens que on voit toujours. Tu sais, tu as vécu Tyson Fury puis Usyk, qui était un vrai cirque, là, on se le dit, les conférences de presse et tout ça, c'était démesuré. Il y avait de l'argent au pied carré. Tu demandais une bouteille d'eau, tu l'avais, tu n'avais pas besoin d'avoir un conseil d'administration pour ça. Là. On s'entend, il n'y en a pas de problème. Puis souvent, les gens disent moi, je vais être là un jour. Mais pour être là un jour, faut que tu sois passionné. Tu sais, on parle de Marc-André, mais David, qui allait, pour ses qualifications de Jeux olympiques, qui était allé dans un pays encore là, que je sais même pas c'est où. Là, ça finit par temps. Là. Azerbaïdjan. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Mais même pas où il y a le Grand Prix de Formule 1, là, dans une petite ville par rapport qui disait quand je suis sorti, il fallait que je parte à courir dans mon taxi parce que c'était dangereux. Les gens ont tendance à oublier que vous faites le tour de la planète. Mais, tu sais, tu t'as beau aller à Riyad avec Tyson Fury, mais t'es mieux de le suivre parce que lui, si tu le suis pas, il va te débarquer dans le sens que tu t'en vas pas là en party. T'es pas en vacances, là. Puis t'es pas en vacances. Non, c'est ça, exactement. Non, puis c'est pour ça qu'on s'est autant bien entendu aussi, parce que autant que lui est passionné, autant que comment je peux dire ça, nos intérêts, ils ont comme connecté ensemble. Puis tu sais, je veux dire, quand ils vont m'appeler puis il me dit « Est-ce que tu veux aller être le sparring partner à Tyson Fury? » Je suis comme « Ouais. » Il dit « Je t'avertis, Sugar, il me connaissait pas. » Il me dit « Je viens l'essayer un sparring, s'il fait pas, le lendemain, il prend l'avion, il s'en va. » Okay. Fait que moi, je suis parti. C'est un test. Ouais, moi, je suis parti le samedi soir. Je suis arrivé là le dimanche à 1h du matin. Puis le lundi matin à 10h, j'ai fait 6 rounds avec Tyson Fury pour la première fois de ma vie. Puis après ce 6 rounds-là, Sugar l'a appelé puis il a dit « Gars, je le prends le camp au complet. » Puis c'est là que ça a comme buildé parce que on se poussait. Moi puis lui, je le poussais. Puis j'étais pas son partenaire, son sparring partner, j'étais son partenaire d'entraînement. Je faisais tout. On allait courir, muscu, tout ensemble. Puis c'est comme devenu, lui, c'est devenu mon grand frère. Puis il m'a pris sous son aile, puis il m'a dit, gars, je vais te montrer comment le vendre, un combat. Il dit, toutes ces conférences de presse, nous, là, une conférence de presse, c'est peut-être 1 heure de temps ici. Ouais. Là-bas, là, il arrive à 8 h le matin, il repart à 8 h le soir. Là. Entrevue, la même énergie à chaque fois. Brûlé, c'est pas grave. Tu sais, il m'a montré vraiment c'est quoi. Le marketing de la boxe aussi. Je veux dire, on se le cachera pas, il a fait quasiment pas loin de 100 millions. En plus, ouais. Chaque combat qu'il a fait avec Usyk. Mais c'est ça, c'est combat par c'est ça, c'était 100 millions par combat, exact. Pour se rendre là, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, il m'a tout montré. C'est vraiment là avec Sugar puis lui, c'était un apprentissage cette année incroyable. Je veux qu'on rentre des coulisses après la pause. Oui, on va s'arrêter tout de suite parce que, écoute, de toute façon, son père n'écoutera pas le show. Non, mais écoute, je veux qu'on parle des coulisses c'est quelque chose quand on dit que c'est un show. Puis des fois, on pense que c'est arrangé, ça n'est pas tout le temps. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on poursuit avec Alexis. Bougez pas. Bonjour, ici François Trépanier. Cette semaine, à la vitrine, je reçois l'auteur, compositeur, interprète Judith Sonne et on jase d'entrepreneuriat avec Marie-Josée Rémillard et Marie-Christine Boulet qui viennent de se lancer en affaires. Nous sommes de retour à Sport Express. Alexis, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tu parlais hors d'onde à quel point Tyson Fury, c'est un vrai fin. Je veux que tu nous en parles. Je le disais en blague tantôt, là, je pense pas qu'il écoute le show, du moins, ça serait sous-titré, mais ceci dit, quand on voit les conférences de presse, on voit son père, il est alentour de son frère. Tu sais, tout le monde est là, puis son père qui donne des coups de tête et tout ça. C'est un spectacle. Mais un coup que les Kodaks se ferment, puis c'est pas Tyson qui fait la merde non plus, là, c'est souvent son entourage, mais lui, en tant que tel, c'est un vrai fin. Là. Écoute, Tyson, sa famille, c'est deux choses complètement différentes. Sa famille, c'est des... intense. Tu sais, le père, le coup de tête, là, j'étais à côté quand c'est arrivé, dans ma face. Je vous confirme que c'était pas un spectacle puis qu'il était sérieux. Est-ce que tu t'es dit, ça me tente pas de me battre aujourd'hui? Je m'attendais pas à ça. Il y avait quelqu'un de l'équipe à Usyk qui criait Usyk, Usyk. Puis là, son père il est venu devant le gars. Puis le gars, il a eu la mauvaise idée de mettre sa tête contre sa tête.
Son père, il est juste parti, boum, puis là, ça a fait... je me suis juste reculé, puis j'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce que je fais aussi? Ouais, il n'y a rien à faire. Regarde, mais c'est une famille d'intenses. Mais Tyson, une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans le monde de la boxe. Gentil, tu sais, très, très, justement, authentique, honnête. Écoute, il veut le succès de tout le monde. Ça, là, c'est quelque chose de rare, surtout dans la boxe, parce que c'est un sport qui est très, très individuel. Tu sais, c'est toi qui se retrouve dans le ring. On est dans la même catégorie de poids. Je suis jeune, c'est le vieux qui s'en va. Lui, mais il voit comme une espèce de façon de passer au suivant. Tu sais, en sparring... Lui, il veut que tu en fasses des millions, Alexis. Là. Il te le dit sûrement. Puis tu sais, avec les sparring partners qu'on était... On mettait pas juste les gants avec Tyson, on mettait les gants entre nous aussi. Puis Tyson est à côté, il nous donnait des conseils, on s'assisait avec lui, il nous contait ses expériences de boxe, l'argent, de l'avoir en escroc aux États-Unis. Tu sais, c'est toutes des petites affaires que nous, on n'aurait jamais eu la chance de savoir. Fait que lui, il l'a eu, essai-erreur. Il est parti de 0 à des centaines de millions dans son compte. Il partage avec vous. Exactement. Fait que c'est malade. Tu sais, tu regardes des gars justement comme Floyd Mayweather, que son surnom, c'est Money. Mais tu sais, tout ce qu'on montre de ces gens-là, c'est ça. C'est l'extravagance, c'est les femmes, c'est les Rolex, c'est les... Mais dans le fond, ces gars-là, comme n'importe qui, un coup que le Kodak est fermé, t'as beau t'appeler Floyd Mayweather, si tu mets pas les efforts, si t'es pas en camp d'entraînement pendant 10 semaines, 12 semaines à bien manger, à t'entraîner, t'aurais pas la carrière que t'as. LeBron James, qui est encore aujourd'hui, même s'il y a 1 milliard dans le compte de banque au gym à 5 heures le matin, c'est ça être un pro, puis c'est ça être au top, là. 100%. Puis, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, c'est une business aussi, la boxe. Je veux dire, quand tu trouves qu'est-ce qui attire l'œil, pas juste positif, mais négatif, mais qui donne des vues, qui t'emmène des commanditaires comme Floyd, il n'est pas aimé de tout le monde. Il y a du monde qui le détestait, mais le monde qui le détestait payait quand même le pay-per-view à 80 $ pour le regarder. Tu sais, c'est de l'argent qui roule. Fait que lui, c'est sûr qu'il s'est dit, ça marche, on va l'amplifier. Tyson, c'est un personnage. Oui, c'est vraiment lui, mais quand il arrive en show puis qu'il est baveux, puis tout ça, il l'amplifie, mais ça pogne. Il y a du ça respect marche. pour le gars en Mais avant oui, lui 100 aussi. mais ça marche. Tu sais, il dit tout le temps, à la fin de la journée, si tout le monde revient chez sa famille en santé, tout le monde a gagné. Tu sais, puis c'est vrai, c'est ça la boxe aussi, là. Je veux qu'on rentre un peu dans les coulisses. Là. C'est quand même unique. C'est un chum de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'entraîne avec Tyson. On dirait que c'est un... Même toi, tu dois trouver que c'est un rêve, c'est un conte de fées. Surtout le lundi matin, là, il est en avant de toi. Là. Puis lui, il dépend si tu reprends l'autobus ou pas. Ouais, pour retourner chez vous. Comment ça se passe, un camp d'entraînement avec lui? Tu sais, au niveau de l'entraînement, vous vous levez à quelle heure? Faut-tu que tu te mettes la main dans tes poches? Il paye-tu tous les repas? Fais-nous rentrer un peu là-dedans, Alexis. Avec Tyson, t'es vraiment... Pris en charge? Oui, écoute, tout est payé, tu as une paye. En Arabie Saoudite, à Riyad, t'es dans un resort privé. On est vraiment, vraiment bien accueillis. Puis niveau d'entraînement, c'est vraiment comme moi ici, là, un peu, mais vraiment avec son équipe au complet. Mettons, moi, je vais en voyage, je vais avoir Sugar en Floride. Là, lui, il emmène l'équipe au complet. Tout le monde est là, l'agent, name it, tout le monde, les frères. C'est des business. Le là. gars de marketing. Ouais, exact. Everybody's there. Tout le monde est là. Puis, ça fait en sorte que tu es vraiment comme structuré tout ton entraînement. Mais l'entraînement avec lui, c'est malade parce que j'ai vu sa force mentale qui m'a donné une force énorme. Juste un petit exemple. On fait de la musculation, on est crevés les deux. Là. C'était vraiment tough. Tous les autres sparring partners sont là, tout le monde est mort. Puis le préparateur physique dit on fait 5 minutes de planche. Vous avez déjà fait de la planche? 5 minutes, Moi, ça une minute, commence... c'est bon pour vrai. 5 Ça secondes. commence à être long. Après 2 minutes et demie, tout le monde a lâché. Il y a moi et Tyson. Je shake de partout, mais mentalement, je suis comme, gars, il faut que je fasse 5. Je me rends à 5. Il shake, là, lui aussi. Là, 6 pieds 9, 290 livres. Je veux dire, puis j'ai une plus grosse musculature que lui. Fait que si moi, c'est dur, ça doit être dur, lui aussi. À 5 minutes, je suis content, je lâche, il me regarde, puis il a fait 1 minute et demie de plus. Juste parce que, c'est des petites affaires comme Lui, ça. il s'est dit, moi, je vais t'avoir. Exactement. Mais ça fait qu'on se pousse, puis on se pousse, puis les deux, j'ai jamais été autant en shape de ma vie que ça, tu sais. Ben, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça les rounds de championnat. À partir du 10e, c'est que c'est là que ça fait sortir votre force mentale. Exact. Tu disais la fameuse minute et demie de plus. Lui, peut-être que dans sa tête, il se dit quand je vais arriver au 10e contre Usyk, qui lui a probablement... Si moi, je la fais pas, la minute et demie de plus, lui va peut-être l'avoir fait. Exact. Puis c'est surtout aussi, à l'entraînement, tu essaies d'aller t'emmener à des places mentalement où ce que tu veux abandonner. C'est ça, tu sais, si tu y vas pas à cette place-là, dans ton camp d'entraînement, puis en combat, il t'arrive une situation où ce que c'est là qu'il faut que tu ailles, puis que tu es pas allé, comment tu veux aller, tu sais, avoir de la mémoire musculaire mentalement, de savoir, mais si tu y vas à l'entraînement, puis il arrive de quoi, un danger, Tyson, on l'a vu combien de fois qu'il s'est fait
touché, il a tombé, on pensait qu'il était mort à terre, puis il se relève, puis il s'en va gagner le combat. Ouais. Je veux dire, cette force mentale-là, il est allé la chercher avec son expérience de vie, puis à l'entraînement aussi. Fait que c'est... Vous avez développé une amitié, veux pas, avec le temps. Question qui peut paraître banale, mais qui va intéresser les gens, j'en suis persuadé. As-tu un message de lui? As-tu regardé ton combat? Il sait-tu que tu as gagné? Ben oui, juste avant mon combat, il a fait une story là, pour me dire bonne Oh, wow. chance. Es-tu Il était sérieux? content, ouais. Quand même, Il hein? m'appelle le Frenchie canadien, mais... C'est suivi par des millions de personnes. Puis tu sais, il m'a félicité après. On se parle, on s'est souhaité bonne année. Tu sais, on se parle quand même souvent. petits textos, là. Oui, exactement. Puis même les FaceTime, il est très proche de Sugar aussi, une très belle amitié. Fait qu'avec Sugar Hill, quand on est en Floride, il veut savoir comment que le camp il va. Tu sais, il est vraiment investi. Attentionné, là. Ouais, il est investi aussi dans le succès des autres. Ouais. C'est beau de voir ça. Ouais, vraiment. Non, mais justement, quand tu as un entraînement à Riyad, tu sais, c'est sûr que toi, tu as Marc-André, pas qu'il te ramène sur terre, dans le sens que tu te reviens de bord, il était à Riyad, tu te reviens de bord, il est à Gatineau, là, il est en Outaouais et tout ça. Comment c'est de revenir focus? Mon point est que tu arrives devant un boxeur mexicain qui est 13-0 puis qui a la même intention de toi, c'est de monter dans le classement puis un jour d'arriver champion du monde. Mais toi, tu t'es battu avec Tyson Fury depuis les 4 derniers mois. Oui, tu étais son partenaire de sparring, mais quand même. Comment tu fais pour refocuser? Parce que c'est pas Tyson Fury qui est devant toi. Tu sais, des fois, juste tout le temps, tu as un match le samedi soir Canadien-Boston, Canadien-Leafs, puis lundi, tu t'en vas jouer à Buffalo ou à... Ou tu te fais descendre dans la Ligue américaine, dans les autobus. Ça puis- se peut que tu aies un petit quit interrompu, que c'est comme... Ouais. Mais ce qui fait que ta force, comme Joshua Roy qui a été rappelé par le Canadien, c'est de dire « Je vais travailler plus fort ». C'est un peu la même chose. Tu pars de Riyad, tu reviens à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu t'en vas à Gatineau, tu es loin des Palmiers. Mais est-ce que ton focus, c'est genre, je dois gagner pour retourner là, pour que ça soit à moi, justement, un jour? C'est ça, c'est surtout ça. C'est plus une source de motivation parce que tout ce que... Tu sais, il m'a emmené chez eux, j'ai vu sa maison, j'ai vu sa famille, j'ai vu en Angleterre tout ce qu'il y avait, son propre gym à lui, tu sais. Toutes les choses que j'ai vues, l'engouement du combat... C'est pas une maison en passant, c'est un château. Château, excuse-moi, ouais. Puis, tu sais, c'est pas c'est l'engouement de tout ça, de justement qu'il fasse descendre des sparring partners, qui est la personne qui donne les conseils. C'est comme, wow, c'est ce que je veux être. Tu sais, c'est mon rêve, ça, être champion du monde, pouvoir redonner, pouvoir vivre ces expériences-là pour mon combat à moi. Faire vivre ces expériences-là Exactement. aussi, hein. Tu sais, fait que je me dis que si lui est capable, puis d'apprendre avec lui, moi, je reviens ici, je suis encore bien plus motivé. Je suis comme, OK, c'est le temps de grinder, puis on va le faire, là. Je vais faire une espèce de comparaison qui va peut-être être boiteuse, mais est-ce que vous parlez des fois de comment vous avez commencé? Je m'explique. Moi, quand je jouais au 4 glaces, mon joueur de centre, c'était Dédé Fortin, des colocs. Et lui, il disait tout le temps que ce qu'il préférait, c'était quand il faisait des salles de spectacle de 50 avec sa guitare. Kurt Cobain, c'était un peu ça. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que Dédé Fortin, c'était le Kurt Cobain québécois. Il n'aimait pas le fame. Je dis pas que Tyson Fury n'aime pas le fame, au contraire, on le voit, mais est-ce que des fois, vous jasez et vous dites, sais-tu quoi, t'es pas super. Moi aussi, je me bâtirais à Gatineau, m'emmener devant 500 personnes. Ben oui. D'enlever, ce serait de revenir à la pression. base, me ressourcer, de dire, Colin, c'était le fun, alors qu'aujourd'hui, quand même, un mec qui voudrait, ce serait impossible. Mais est-ce que des fois, vous en parlez, de dire, sais-tu, moi, j'ai 1 million, mais Colin, des fois, je m'ennuie quand j'avais 20 ans, puis j'avais 4 piastres dans mon compte de C'est banque. sûr aussi. Puis, tu sais, Tyson, lui, c'est un homme très, très, malgré l'argent qu'il a, la fortune qu'il a, très simple. C'est un gars de famille, il veut juste sa famille. Il a quand même des gros problèmes mentaux aussi, tu sais, maniaco-dépressif, bipolaire, Oh boy. tout OK. ça. Fait que lui, la routine, c'est extrêmement important. Fait que puis il me l'a toujours dit, puis il m'avertit, puis je commence à le voir aussi. Il dit, Alexis, oublie jamais que plus que le combat il est important, puis le high est haut, le après-combat et le down, il est bas. Il dit, rappelle-toi tout le temps de ça. Il dit, j'aimais mieux me battre au début, que j'étais comme, OK, next, que là, me battre en championnat du monde, le combat, qu'on se le cachera pas, depuis 25 ans, le plus gros de l'histoire de la boxe, en cause que les 4 ceintures étaient en jeu, poids lourd, que c'est pas vu depuis Lennox Lewis, depuis vraiment très longtemps. Puis, ce high-là, il vient avec un énorme down. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit, tu sais, souvent on parle de la déchéance, puis on parle souvent de la déchéance des boxeurs, des chanteurs, Ouais, des c'est comédiens, vrai. des gens. Tu sais, tu t'en vas au Centre Bell, c'est con, là, mais pendant 2h30, 20 000 personnes ont crié après toi. Il Ouais. n'y a pas un boss qui va te donner ça. Donc, quand tu arrives dans ta chambre d'hôtel, tu fais quoi? Tu prends des produits illicites, puis tu essaies de retrouver ce buzz-là. C'est ça. C'est ça que vous vivez dans la boxe aussi. Oui, puis aussi, c'est que ça va avec le feeling, tout ça. Fait que, tu sais, malheureusement, c'est là où on voit que les gars, ils devraient prendre leur retraite peut-être une année ou deux, ou un combat ou deux avant. Ils le font pas en cause. Oui, il y a l'argent, mais oui, c'est ça, le feeling. Et monter dans un ring,
puis gagner un combat, l'engouement de tout ça, quand tu reviens, t'es comme « wow ». Tu sais, c'est une drogue, là. C'est sauter en parachute, là, fois 100. C'est malade, le feeling que ça donne. Fait que je peux pas imaginer comment que ce feeling-là vient me rendre heureux quand tu te bats en championnat du monde devant des millions de personnes qui regardent ça. Ça doit être incroyable, autant que je peux comprendre que le down, il doit être incroyablement gros aussi. Ouais. Alexis, il reste 2 minutes. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a déjà des combats que ton promoteur a dans l'œil? Qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, on va annoncer quelque chose de gros avec le promoteur Matchroom. Moi, j'étais avec Yvon Michel en ce moment. Ouais. On est en partenariat ensemble, moi et Yvon. On a un grand plan de match cette année. Je vous promets que je me rebats au minimum 2 fois cette année. C'est fini les années. Est-ce que Matchroom te l'a dit aussi? On va te prendre, mais ce serait le fun que tu te battes plus que... Bien, ça vient avec. Ça vient avec aussi. Fait que juin aux États-Unis, puis après ça, septembre, on ramène ça à la maison. On va aller se battre soit un Centre Bell ou un Place Bell à Laval. Fait que un gros combat. On est obligé de sortir le chéquier. Ben oui, ben oui. Hey, juste, il reste 1 minute 5. Jake Paul. C'est une joke, ça? Ce l'est. Par contre, la boxe n'a jamais été aussi populaire en cause de la visibilité qu'il y a. C'est pas vrai que Tyson, Mike, ne pouvait pas le toucher. Je crois pas à ça. Je veux bien croire que Mike Tyson a 50 ans. C'est là, je me dis. C'est un spectacle. Toi, tu te bats contre Jake Paul demain matin. J'ai rien contre Jake Paul, mais tu le couches. Là. Ben oui, mais c'est un spectacle. C'est ce qui rapproche le plus à la WWE. Par contre, ce qu'il fait avec la Québécoise, c'est le fun. Lui, il a pris une Québécoise sous son aile. Comme je te dis, c'est un spectacle, mais qu'est-ce qu'il apporte à la boxe, c'est très bon. Fait que moi, je regarde, apprécier le show, on peut rire de lui, tout ça, mais la boxe a jamais été aussi populaire, un peu à cause de ça. Moi, ce que j'aimerais, par contre, c'est que si un jour tu te battais sur une de ces cartes ou quelque chose, bats-toi. Mais le deuxième combat de la soirée, à 9h15, on va prendre, mais pas envie de rester jusqu'à 11h. Ouais, c'est ça que je veux dire. Je comprends que c'est ton nom, mais finis avec les gros boxeurs. Ouais, c'est ça. Fais-les ton show, mais exact, c'est un show. Pas comme en on prime, dit, en c'est un show. Est-ce que c'est une non, belle regardez personne? sur Netflix, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout le monde se fait prendre au piège. C'est à la porte des jeunes qui veulent regarder la boxe, qui recommencent la boxe. Puis, gars, le UFC avant était super populaire. Là, la boxe est revenue extrêmement populaire aussi. C'est un peu grâce à ce monde-là aussi. Fait qu'il faut pas trop... Ouais. C'est pour ça que Dana White s'en va là-dedans. Ouais. On n'a plus de temps, mais je te laisse 10 secondes. Des partenaires que tu aimerais remercier, Alexis. Il y a des gens de la région qui te supportent encore. Ben oui, Location Expédie qui sont avec moi depuis jour 1. Qui sont encore là. Ils sont venus à mon combat. Pétrole Bélanger, Propane, là, eux autres aussi sont là depuis le début. Fait que, mes 2 gros commanditaires. Ils sont encore importants. À 100%. Ouais. Et merci de revenir à la source tout le temps. Oui. C'est un honneur et un privilège de Ils nous ont jamais refusé. Non, vraiment. On s'arrête le temps d'une courte pause. Honnêtement, je sais pas. J'ai mes lunettes à quelque part. Restez là. Bingo, NASCAR, peu importe. Au retour. Hey, salut tout le monde. Alexandre Baudouin. François Trépanier. De Sport Express. Hey, Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé. On va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Nous sommes de retour à Sport Express. Alex, il y avait du NASCAR, du bingo, c'est le temps de mettre tes lunettes. Oui, monsieur. Donc, Christopher Bell, c'est la 3e. 3 lignes, hein? Écoute, il est parti sur une lancée, lui, là. Denny Hamlin a terminé 2e et Kyle Larson 3e. Josh Berry, bien connu dans sa famille, il a terminé 4e. Et Chris Boucher a terminé 5e. Il y en a-tu d'autres de même? Ouais, quelques noms. Un John Hunter Nemechek. John Hunter Nemechek. François, il y avait du bingo. Oui, attends, on a mis ça, on a mis ça. Oui. Voilà. J'ai 20 secondes. Félicitations à Ginette Perron, Richard Raymond, Diane Forêt, Jean-Guy Plante, Sandra Bernatchez, Chantal Lévesque, Micheline Benoît, Donalda Mercure, Liette Léonard, Linda Gadouri et Gaétane Berthelet. Voilà. Bravo à tous. Et maintenant, on est diffusé le mercredi, François. Oui, bien sûr. 19h. Merci, François. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.